La plus grande de nos richesses ne se mesure pas en millions. Nous vous faisons découvrir des ovnis pour vous permettre d'en devenir un, vous aussi. Sportifs, entrepreneurs, artistes, ils nous partagent chaque semaine leurs récits de véritables trésors d'informations. C'est quoi le principe, Augustin ? Directement en live grâce à Mathieu. Le grand bain. Bon, super content d'être là. Je disais, vous avez fait 5-6 podcasts là-bas. On a passé 10 jours à San Francisco, toute l'équipe OVNI. On a rencontré un écosystème épatant. Et ton idée, c'est qu'il fallait absolument terminer par Hortense. C'est ça. Pourquoi ? Hortense Goulard, journaliste aux Échos. On va te présenter. Parce que un œil de journaliste face à tous ces investisseurs, ces entrepreneurs qu'on a pu voir, qui peuvent peut-être être un peu plus bullshit que le journaliste qui a besoin d'être très factuel. Oui, ils sont un peu bullshit aux Échos quand même. Là, je vais me faire aimer. Ça peut non, nous je arriver. sais, je connais. Non, en plus, je ne pense vraiment pas. Je sais que je connais le sérieux de la maison et c'est tout le monde le sait d'ailleurs. Je pense qu'il m'entoure un des médias, un des rares médias que je lis encore. Je veux dire. Parce qu'il y a moins de bruit, je trouve, aux Échos que dans plein d'autres endroits. Donc, moi, je suis toujours très client. Donc, Ils sont plus sérieux. Ouais. Et abonnés, évidemment. Hortense, toi, tu reviens des US, donc ? C'est ça, je suis rentrée cet été de San Francisco où j'ai passé 4 ans. Ok. Alors, la question de Christopher, qui était là juste avant, mon associé de chez Orso, était mais alors, donc, tu repars quand ? Parce que là, au moment où on enregistre, il y a pas mal de mouvements ici. Je lui ai posé la même il y a 10 minutes avant. Ouais, la réponse c'est pour des vacances dans quelques mois. Pour vivre, on verra, je sais pas encore. Mais tu es heureuse d'être rentrée ? je suis contente d'être rentrée, oui. Okay. C'est très différent, donc faut que je me réhabitue. Mais... Et à la fois, pour moi, y être allé plus tôt il y a 9-10 mois, on a du bon et du mauvais partout. Ce que je veux dire, c'est qu'en effet, en France, on a des gens un peu grognons et puis pas toujours... peut-être, on va pas faire ce débat maintenant, c'est pas l'idée du jour, mais très conscient de plein de choses qui se passent chez nous et dans le monde, d'une dette, de plein de choses comme ça. Et à la fois là-bas, c'est vrai que quand on arrive, nous on est arrivé directement par un pont qui m'a amené dans San Francisco, dans un quartier qui s'appelle Tenderloin. Tu vas te voir de quoi je parle. Et puis on a vu des gens très mal en point partout, et en effet complètement drogués, complètement. Donc enfin, il y a du bon et du mauvais partout, je pense. Ouais, tout à fait. Bah, il y a encore ça à San Francisco, ça s'est amélioré. Moi, en gros, je suis arrivée en 2021. Et donc, c'était encore vraiment la pandémie à San Francisco. Les gens n'étaient pas encore retournés au bureau. Donc, c'était très frappant de voir que le centre-ville, c'était entièrement vidé. Donc, ceux qui restaient, c'était les SDF et beaucoup qui sont effectivement très mal en point et se droguent. Faut avoir vu The Walking Dead pour comprendre. C'est un peu ça, l'ambiance. Ouais. Ça s'est amélioré depuis. Les choses ont réouvert. Les gens sont de nouveau plus dans ces quartiers-là. Mais il y a toujours des gros problèmes à San Francisco, ouais, c'est sûr. Le bureau des Échos, il est dans quel quartier ? Alors, il n'y avait pas vraiment un bureau des Échos, c'était moi toute seule. En gros, ouais, je suis arrivée, j'ai trouvé un espace de coworking et en fait, je partageais un bureau avec la correspondante de l'AFP sur place, donc c'est sympa. D'accord. C'est vraiment la Startup Nation. Même toi, même les Échos, là-bas, tu te débrouilles. Ouais, tout à fait. Et qui était dans le Financial District, là où... Qui était juste à côté du siège de Twitter, donc près de Civic Center. Et alors, tiens, combien coûte un WeWork, un poste là-dedans, tu te souviens ? On a trouvé un assez bon deal, mais c'était quand même $1,400 pour 2. Je crois, si je me souviens bien. Bureau fermé. Ouais, un bureau fermé dans un espace de coworking. Ouais. Ok, très bien. J'espère que tu avais un salaire différent à San Francisco de ce que tu as à Paris, parce que quand même, je ne vais pas te demander ton salaire. Oui, heureusement. Pas, mais... non. Il fallait, sinon j'aurais pas survécu. Ok, nous on a évidemment plein de questions. Alors toi aussi de ton prisme retour de SF. Moi j'ai fait quand même aussi quelques épisodes là-bas et puis rencontré notre ami de Red Glass, qui est sorti la semaine dernière. Ouais, et c'est intéressant parce que je trouve qu'il y a on est en France sur une peut-être fin d'ère de Startup Nation qui a vraiment pris la cote dans l'idée, en fait. Et c'est vrai que moi, je vois même sur mon podcast Génération It Yourself, alors j'ai toujours cette passion, donc je fais quand même encore des startups, et puis tant pis, mais il y a des moments où j'essaye aussi de me détacher un peu de cette image du podcast de la Startup Nation. Là-bas, en tout cas à San Francisco, on est juste les 2 pieds, les 2 mains, la tête dedans, complètement, non ? Ouais, tout tourne autour de la tech. C'est très clair. Après, ça a changé un peu quand même entre le moment où je suis arrivée et le moment où je suis repartie. Déjà sur les thèmes, quand je suis arrivée, tout le monde me parlait de NFTs et du métavers.
plus personne n'en parle. De Maintenant, quoi c'est IA. Jamais entendu parler. Je n'ai jamais traité ces choses-là. Voilà. J'ai jamais cru. Ouais, et puis avec le côté aussi, tout le monde était passé en télétravail, du coup les gens étaient partis, avaient bougé dans d'autres villes, etc. Maintenant, les gens sont largement retournés à San Francisco. Ouais. Ok. Ah oui, Denver et Austin, ça a plus la cote, c'est fini. Bah, disons qu'il reste des boîtes, il reste des startups, des groupes de la tech, etc., qui sont présents sur place. Mais il y a quand même des gens qui m'ont dit qui m'avaient dit il y a 3 ans que c'était fini, que San Francisco reviendrait plus jamais, qu'ils travaillaient à Miami, que c'était vachement mieux, etc. Oui, Miami aussi. Et depuis, qui sont retournés à San Francisco et qui ne jurent plus que par San Francisco. Donc ça change très vite aussi aux États-Unis. Beaucoup de gens à Miami, ils ont réalisé que c'était bien l'hiver, mais l'été, c'était moins bien. Donc j'ai entendu pas mal de patrons d'entreprise qui sont revenus à San Francisco. Ouais, et puis il y avait un peu le côté, tout le monde s'était éparpillé, et puis il y avait plus les événements qui font vraiment la valeur de San Francisco. Et puis au fur et à mesure, les gens sont revenus et se sont rendus compte qu'il y avait quand même des avantages à être dans le même endroit que les autres. Donc ça répond à la question que je me posais, que je voulais vraiment te poser en intro, c'est ce qu'il faut absolument être à San Francisco pour créer la prochaine deep tech européenne. Alors, est-ce qu'elle serait européenne déjà si elle est créée à San Francisco ? C'est la question. Non, mais je pense que être à San Francisco, ça apporte vraiment des atouts. On peut penser à l'accès au capital, qui à mon avis est beaucoup plus facile. La densité de talent, le fait que c'est facile de recruter des gens qui ont plein d'expérience dans différentes boîtes, qui ont vu différents stades de développement des boîtes et donc qui peuvent aider à ça. Cela dit, je pense que c'est quand même possible de construire des boîtes en Europe. Certaines des boîtes qui je trouve ont le plus de succès actuellement, c'est des boîtes qui arrivent à combiner en fait les deux, qui ont à la fois un bureau en Europe et un bureau aux États-Unis, parfois plusieurs bureaux aux États-Unis. Par exemple, pour la deep tech, ça dépend un peu des secteurs, mais pour l'aéronautique, c'est beaucoup à Los Angeles. Pour la défense, ça peut être à Denver. Donc le fait d'avoir un peu des équipes dans plusieurs endroits, ça permet de tirer profit des avantages de chaque endroit. Donc déjà, tu as quand même un bon élément de réponse sur la deep tech, donc pas que la tech, on peut quand même voir différents endroits. Tu as parlé de Denver, Los Angeles, en effet, c'est vrai, sur l'aérospatiale. On a vu cette start-up française, comment elle s'appelle tu la connais, dirigée par une femme que j'ai rencontrée. Ah ouais, qui fait un avion électrique, là. Oui. Un avion à hydrogène. Eléa, exactement, tout à fait, bravo. Et elle est partie je crois qu'elle est partie à New York, elle. Ah bon? Oh. Ok. Et alors donc on a en effet tous ces hubs. Après, ce qu'il faut avoir une société, parce que YC par exemple te force à devenir une société américaine, mais de là-haut, quoi, la maison mère. Ça change quelque chose si on a une société dont la maison mère est européenne pour se faire racheter ou pour valoriser. Il faudrait peut-être plutôt demander à un juriste, parce que je pense qu'il y a sans doute ça fait la différence au niveau du droit du travail, au niveau de la taxation, à différents niveaux. Mais les Européens que tu as vus là-bas vont pas forcément tous shifter vers une société de droit américaine. Pas forcément tous. Après, il y en a beaucoup de toute façon qui sont pas implantés en Californie, parce qu'aux États-Unis, il faut aussi se poser la question de où est-ce qu'on la met. Delaware. Voilà, beaucoup au Delaware, maintenant plus au Texas, qui a essayé d'attirer des boîtes. Alors il y a Tesla qui a fait le mouvement, il y en a d'autres qui ont suivi. Ça t'empêche pas d'avoir un bureau à San Francisco, en revanche. C'est ça. Je pense que ça peut se faire par étapes aussi, éventuellement, mais je pense que le seul cas où il faut vraiment avoir une boîte américaine, c'est si vous voulez travailler dans la défense, par exemple, et si vous voulez travailler avec le gouvernement américain. Dans ce cas, il faut avoir une boîte américaine détachée de toute boîte européenne. Alors, vas-y, je t'en prie. Non, toi, dans les boîtes que tu as pu analyser pendant 4 ans, que tu as pu analyser, sur lesquelles tu as pu enquêter et écrire ces articles, c'était quoi? C'était un mélange boîtes européennes qui sont parties aux États-Unis et boîtes américo-américaines? Ouais, c'est ça. Disons que c'était une grande partie de mon travail, c'était d'écrire sur les grandes boîtes de la tech, donc Apple, Amazon, Alphabet, Meta, etc., donc purement américaines. Puis après, j'ai rencontré aussi beaucoup d'entrepreneurs européens qui s'étaient installés aux États-Unis et qui m'a pour beaucoup été totalement implanté là-bas et apprécié beaucoup la vie américaine et qui, je pense, ne regrettaient pas d'avoir pris ces décisions pour leur business non plus. Et ce qui est fou, c'est que quand on t'entend un peu là, donc arrivé dans la pandémie, post-pandémie, mais voilà, il y a 4 ans, tu as fait 4 ans là-bas, et en fait, on a l'impression que tout est parti, revenu, changé, etc. En fait, que 4 ans, c'est une éternité. Donc le temps n'est pas le même en Californie, à San Francisco surtout. C'est une bonne question. Ça fait partie des choses qui m'avaient frappée quand je suis arrivée. Bon, première chose, les gens arrivent à l'heure.
C'est un tac pour moi, je le prends. J'avais 20 minutes de retard, ce qui est, voilà, à l'échelle à mon échelle, est quand même beaucoup. Je tiens à le signaler, 20 minutes, on est quand même comme Macron. Voilà. Non, les gens arrivent à l'heure. Les rendez-vous, parfois, peuvent durer très peu de temps. Ça m'arrive de faire des interviews qui durent 10 minutes. Je le mérite. Parfois, ça peut arriver de faire des interviews qui durent 10 minutes, ou alors les gens vous disent « Ok, j'ai une demi-heure à vous accorder », ce qui, j'ai l'impression, n'arrive pas très souvent à Paris. Et qui, en 10 minutes, sont bien et pertinentes. Oui, tout à fait. Parce que les gens sont préparés, qu'on ne perd pas de temps à faire du small talk, et que c'est questions-réponses. Voilà, c'était l'une des premières interviews que j'ai fait en arrivant. C'était Craig Federighi, donc le numéro 2 d'Apple, qui évidemment n'avait pas beaucoup de temps à me consacrer, mais qui avait quand même pris le temps d'échanger avec des médias internationaux et qui répond de façon très précise, très concise, et donc ça va très vite. Est-ce que les Américains sont plus transactionnels, en fait? En amont, ils n'ont pas honte de te dire « Écoute, ravi de te parler, mais pourquoi ?» Alors, ouais, j'ai parfois eu cette impression en arrivant à San Francisco, mais plus simplement en arrivant, parce que je connaissais encore personne, ou presque. Donc, en arrivant à des soirées où je pensais me faire des amis, en fait, les gens étaient là pour faire du networking. Et du coup, pour certains, n'avaient pas du tout besoin de parler à une journaliste européenne. Et donc, changer très vite, passer ou je sais pas, c'est peut-être que je n'étais pas très douée en small talk à l'américaine à l'époque. Mais c'était un peu en mode, voilà. les gens arrêtaient de me parler au bout de 5 minutes et j'étais là, qu'est-ce que j'ai fait? Ça va pas. Mais cela dit, dans le cadre du boulot, je trouve que les gens sont vraiment disposés à rencontrer d'autres personnes, y compris, clairement, les personnes ont entendu parler des Échos aux États-Unis. Ils ont peut-être entendu parler du Monde, mais les Échos, ça leur disait rien. Et en fait, ils sont quand même disposés à parler de leur boîte parce qu'ils savent que plus ils parlent à des gens, plus, je sais pas, pour eux, ça leur fait de la publicité gratuite. Donc, même si c'est pas quelque chose qu'ils connaissent a priori, ils sont disposés à vous donner un petit peu de leur temps. Et après, du coup, la contrepartie, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps à chaque fois. Et donc, il faut être très préparé, il faut être très professionnel. Et comme ça, si la première expérience se passe bien, après, on peut reparler aux gens. Mais voilà. Mais on est un peu testé tout de suite. C'est un peu le Wall Street Journal français, c'est ça, en fait. Voilà, oui, c'était comme ça que je l'expliquais. Okay. Tout à fait. Donc, attends, assez transactionnel, rapide. Et est-ce qu'il y a d'autres Ouais, et puis l'aspect sympa, c'est qu'ils donnent leur chance à des gens, y compris qui connaissent pas, qui viennent de débarquer, qui n'ont pas encore les réseaux, qui n'ont pas encore les références, j'ai l'impression qu'en France, on est plus jugé sur est-ce qu'on a fait la bonne école, est-ce qu'on a le bon réseau, est-ce qu'on connaît les bonnes personnes. À San Francisco, presque tout le monde vient d'arriver. Ah ouais. Enfin, il y a beaucoup de gens qui sont de passage, en tout cas, qui sont pas de la baie. Et donc, tout le monde a intérêt quelque part à échanger, même si ça va pas beaucoup plus loin parfois que juste prendre un café ou échanger 20 minutes sur, par Internet. Mais c'est un côté sympa aussi. Très bien. Est-ce que tu as, là-dessus, dans ces changements, il y a eu des grands changements tu parlais de NFTs quand tu es arrivé, etc. Mais quelles ont été les différentes vagues, je veux dire, et où est-ce qu'on est aujourd'hui? Ouais, alors il y a eu beaucoup de changements. Donc, à la fois sur les sujets qui étaient considérés comme porteurs. Donc, je parlais des NFTs, du métavers. Tout le monde m'en parlait quand je suis arrivée. Au bout de 6 mois, c'était fini. Plus personne m'en parlait. Donc, ça, c'était assez frappant. Par ailleurs, un autre grand changement qui a eu lieu, en fait, pendant que j'y étais, c'était que quand je suis arrivée, c'était la pandémie. Et en fait, il y avait eu énormément d'argent qui était arrivé dans les boîtes de la tech, qui du coup dépensaient à tout va. Il y avait quasiment pas de limite aux embauches, aux bénéfices qu'avaient les salariés dans la tech. Ils étaient tous hyper flexibles, ils faisaient du télétravail tout le temps, ils allaient skier en faisant du télétravail 2 heures par jour. Et puis il y a eu des vagues de licenciements qui ont fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur travail. Bon, la plupart on ont retrouvé depuis, mais il y a quand même eu un peu les patrons ont vraiment resserré la vis et cherché à moins dépenser, à moins embaucher, à se demander est-ce qu'il faut vraiment autant de middle managers, etc. Donc, il y a eu quand même un changement d'atmosphère là-dessus dans la Silicon Valley. Et puis après, l'autre, évidemment, énorme changement, c'était l'arrivée de l'IA générative. Et à partir de novembre 2022, ça y est, plus personne ne parlait plus que de ça, ou presque. Ça, c'est quand même un truc que tu as vécu qui est fou. Je veux dire, nous, on l'a vécu d'ici, comme un peu tout le monde, mais je veux dire, vivre ça, c'est quand même quasiment comparable à l'arrivée du web
d'internet un peu, ou de l'explosion, ça pétait à la gueule de tout le monde, mais quand t'étais là-bas, ça devait être quelque chose. Ouais, tout à fait. Et puis il y a des entrepreneurs du coup installés aux États-Unis qui se souvenaient de l'arrivée d'internet et qui disaient voilà, c'est du même ordre, c'est. Et puis on voyait tout de suite aussi l'intérêt de la technologie. Enfin, on avait tous évidemment testé ChatGPT immédiatement. De quoi ça s'appelle comment? Ah. Mais contrairement au NFT où bon, on me l'expliquait, on me l'aurait expliqué, j'étais là ouais, j'ai quand même un peu de mal à voir l'intérêt de la chose. Mais oui, sur l'IA, on pouvait voir très rapidement l'intérêt. Et surtout, ça n'a pas arrêté depuis, en fait, avec des montants toujours plus délirants, avec des applications qui peuvent se construire par-dessus, qui sont de plus en plus poussées, de plus en plus sophistiquées. Donc, c'est assez incroyable de voir ça. T'as eu un rôle privilégié d'être à ce moment-là à San Francisco. Est-ce que Charlie t'appelait pour avoir des insights un peu, qui n'étaient pas accessibles en France? Charlie Perrault, qui travaillait à l'époque, je crois. Tout à fait, ouais. C'était un peu l'idée, oui, c'était d'avoir accès à des gens à qui on parle pas forcément depuis Paris et d'avoir un regard un peu différent parce qu'en étant sur place, on va à d'autres conférences, on parle à d'autres gens et donc on a une autre vision des choses. Ouais. J'ai un peu la réponse à la question, mais bon, je l'ai dit pour tout le monde, pour ceux qui n'y sont pas allés. Parce que nous, on l'a tous les deux fait ces 12 derniers mois. Toi, t'envisages quand même d'y retourner d'ailleurs, peut-être? C'est possible. On réfléchit par rapport à la stratégie du fond. Je crois que tu mens, je crois que tu sais déjà. Comme Hortense. Et tout le monde me ment ici. La question, c'est à quel point c'est... Tu vois, moi, j'ai toujours vécu par procuration. Ça fait 20 ans que je suis dans la tech, depuis 2005. Je me disais non, j'y suis allé 2 fois et je me disais non, mais j'arrive à percevoir tout ça. Et c'est vrai qu'une fois que tu es sur place, quand même, c'est pas pareil. T'as au moins 2-3 mois d'avance. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai ou pas? Plus, moins? Je pense que c'est vrai. Après, l'information circule quand même aussi entre les États-Unis et la France. On parle tous anglais, on lit ce qui s'écrit sur les réseaux sociaux. Après, ouais, je pense que c'est quand même différent d'être sur place. Il y a un côté vraiment de serendipity en anglais, d'aller à une conférence, parler à quelqu'un. Et en fait, il y a tellement la concentration de gens qui travaillent dans la tech à San Francisco est telle que on rencontre vraiment tout le temps des gens qui travaillent là-dedans, qui sont en train de lancer une boîte, qui sont en train de financer des boîtes, qui sont... Donc c'est assez fou. Et puis en fait, il y a une attitude, je pense, qui est assez différente de l'Europe, qui est simplement une attitude de curiosité vis-à-vis de des choses nouvelles, alors que souvent en France, c'est évidemment généralisé et pas toujours le cas, mais on a toujours un peu tendance quand même à dire pourquoi changer, est-ce qu'il va pas y avoir des problèmes? Mais si je dois aller du côté français et puis peut-être plus circonspect et méfiant, finalement, si je devais caricaturer, là-bas tout va très vite, mais on se foire ensemble. Je veux dire, je reprends les NFTs et tout ça, mais moi j'ai envie d'y croire encore par moment. Quand j'y repense, j'ai une forme de romance par rapport aux NFT, tu vois, aux NFT, mais où on a raison ensemble. Je veux dire, moi je voyais Nicolas Dessaigne que tu as dû croiser là-bas chez Y Combinator l'année dernière. Il m'expliquait l'obsession qu'ils avaient pour toutes les boîtes IA, mais pas les OpenAI et Anthropic, etc., mais plus celles qui allaient travailler sur ces couches-là, les applications, etc. Et bon, c'est vrai que là, 6-8 mois après, nous, on la voit, cette vague déferlante en France, on la comprend. Moi, sur le moment, quand il m'expliquait ça, c'était presque un peu... J'exagère, je comprenais quand même, mais un peu conceptuel quand même. Mais en revanche, il y a des moments où ça fonctionne, l'avance qu'on a, il y a des moments, l'avance qu'on a là-bas, c'est une foirade totale, quoi. Ouais, tout à fait. Mais je pense que il y a des inconvénients à ça, et parmi les choses que j'ai couvertes là-bas, c'était le procès de Theranos, donc c'était clairement, c'était du storytelling, mais qui était devenu totalement hors de contrôle et où ils avaient juste menti aux investisseurs, en fait. Meilleur bouquin, ça, c'est le truc. Tu l'as lu? Ouais, je l'ai lu, ouais. Ouais, effectivement, il se lit d'une traite. Donc bon, ça c'est le côté négatif de la chose. Et après, le côté positif, c'est que effectivement on se plante, mais quelque part c'est pas grave de se planter et ça va arriver et ça fait partie de la vie. Et en fait, c'est qu'est-ce qu'on en retient, qu'est-ce qu'on apprend. On n'a investi que quelques dizaines de milliards dans tout ça. De toute façon, c'est une broutille, c'est vrai. Quel est le regard qu'on a quand justement tu es journaliste avec en plus quand même peut-être en France une rigueur
par rapport aux États-Unis, moi je le vois en tant que podcasteur, tu vois, aux États-Unis, on voit des journalistes qui vont avoir un sponsor, qui n'auront pas de problème à dire ce podcast est sponsorisé par, je sais pas, Apple, Samsung. J'adore Samsung, c'est super, etc. Je bosse avec eux. Un Français ferait jamais ça. Enfin, il y a une vraie frontière. Quelle approche on a quand on est journaliste français là-bas, au milieu de tout ça, cet argent, ces choses-là? Est-ce que c'est très... Bon, déjà, pour être honnête, on a un peu l'impression d'être la dernière roue du carrosse parce que les gens vous attendent pas, ils sont pas là en train de se battre. Tu t'en rends compte très vite? Oui, ça, oui, ouais. surtout quand on travaille pour les Échos, on est à Paris, on envoie un mail, on dit voilà, je suis journaliste pour les Échos, j'aimerais vous interviewer, ce truc. Dans la demi-heure, en général, on a une réponse. Aux États-Unis, ils connaissent pas. Mais bon, cela dit, ils sont quand même assez réactifs sur les mails, donc on peut quand même arriver à parler à des gens et voilà. Mais I feel you, Hortense. Mais en tout cas, c'est ouais. Je dois te dire, quand j'écris à Elon Musk et je suis Mathieu Stéphanie, comme de génération. C'est triste. Oui, c'est ça. Ouais, donc je sais plus ce que je disais. Non, je te demandais comment tu le vis de l'intérieur parce que quelque part t'es là, t'es avec tout le monde et tu couvres l'aventure, mais t'es pas dans les boîtes, t'as pas d'action, t'as pas. Oui, on a toujours un rôle d'observateur qui est un rôle journalistique. Mais après, je pense que... Enfin, parmi les médias américains, je pense qu'il y a vraiment de tout. Et je pense que dans les grands médias, comme le Wall Street Journal, Bloomberg, etc., ils n'ont pas... Enfin, il y a un lien, il y a un mur qui est assez net entre la publicité et l'aspect journalistique. Donc, je pense qu'ils sont aussi réglo en général sur ces côtés-là. Après, parmi les... nouveaux médias, les influenceurs, etc. C'est parfois un peu plus murky. Sur le média, le fait, par exemple, pardon, c'est pas, mais un Washington Post qui appartient à Jeff Bezos ou des choses comme ça, on sent pas trop, avec en plus l'arrivée de l'administration Trump, aujourd'hui de friction. Ouais, alors il y a eu un gros sujet sur le Washington Post au moment de la campagne présidentielle parce que ils allaient publier un éditorial pour soutenir Kamala Harris qui a été sans doute bloqué par Jeff Bezos. Donc il y a eu un gros sujet à ce moment-là, et puis il y a eu depuis aussi Jeff Bezos a fixé un peu une ligne directrice à l'équipe des éditorialistes au Washington Post. Mais cela dit, et j'ai d'ailleurs des amis qui travaillent pour le Washington Post, je pense pas que ça se ressente vraiment du côté newsroom, du côté de la rédaction. Et d'ailleurs, il suffit de regarder le site et ils publient des enquêtes sur Amazon où ils dénoncent les conditions de travail dans certains entrepôts, etc. Enfin, c'est quand même, ça va assez loin. Donc il y a des questions sur les dépenses de la presse, mais comme partout. Mais globalement, ils font quand même du bon boulot. Je vais t'épargner cette question sur vos actionnaires en France. En effet, je pense que c'est pas toujours évident à avoir, mais la question que je pourrais avoir là-dessus, c'est par rapport à Trump et là, on a vu ce changement il y a quelques jours. Vous l'avez vu, cette table de gens de la tech autour de Trump. Oui. Mais quelle gênance. Enfin, je veux dire, donc on a à la fois chez Mark Zuckerberg, je suis pas étonné, mais quand il va avoir le patron d'Apple, le Tim Cook, il va avoir Bill Gates, il est un peu plus discret, on le sent, mais tous, en fait, lui font des louanges, je vais investir 700 milliards, je vais machin, c'est bien, 700 milliards, etc. Ça, c'est un truc qui a dû quand même être choquant. Ouais, et surtout, il y a un énorme changement par rapport au premier mandat de Donald Trump, où la tech était plutôt progressiste, à essayer de lui tenir tête, etc. Et depuis, on a l'impression qu'ils ont tous jeté l'éponge et qu'au contraire, ils rivalisent sur qui sera le plus vengeur. Ils n'ont pas eu le choix. Ou c'était en eux. Comment tu l'analyses, toi? Je sais pas. On peut dire que c'est peut-être la réelle politique qui a gagné et qu'ils ont un point de vue assez cynique de se disant si ça se trouve, si je fais pas ça, il va me foutre en prison ou il va m'empêcher de... Je pense que ce qui s'est passé entre-temps, c'est qu'il y a eu le mandat de Joe Biden qui a énervé pas mal de gens dans la tech, parce que, notamment à cause de la nomination de Lina Khan à la FTC, qui a fait que c'était moins propice aux acquisitions de start-up parce qu'il y avait cette critique des mastodontes de la tech. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas qui elle est et qu'est-ce que fait le FTC. Ouais, alors c'était une grande critique d'Amazon en fait qui a été nommée par Joe Biden à la FTC, donc qui est l'autorité de la concurrence en fait américaine. Qui a bloqué, qui voulait pas cette création de mastodonte, qui voulait pas renforcer les GAFAM. Ouais, et qui a intenté pas mal de procès à tous les géants de la tech. Et toi, tu l'as vu en tant que journaliste à San Francisco avec les entrepreneurs que tu interviewais?
qui s'imaginait, je vais me faire racheter par Amazon plusieurs millions, centaines de millions, milliards. Ouais, les entrepreneurs, je sais pas tellement parce que j'ai l'impression qu'ils sont plus focalisés, en tout cas dans leurs entretiens avec moi, mais ils sont plus focalisés sur le produit, sur leur marché, sur leurs clients, etc. Moins sur l'exit. C'était plus avec les investisseurs où les VC à San Francisco voulaient vraiment que le cycle d'acquisition et d'IPO, en fait, ça c'est un peu tout s'est un peu gelé en même temps, donc à la fois les acquisitions, les IPO, etc. Et du coup, il y avait plus d'argent frais qui rentrait dans les poches des VC, donc ils pouvaient plus réinvestir. Non, elle a été remplacée par Trump. Il s'appelle Andrew Ferguson, si je me trompe pas, le nouveau. D'accord. Ouais, d'où, en fait, c'est intéressant, je n'avais même pas ça en tête, mais d'où peut-être cet enthousiasme aussi des GAFAM. Je pense que c'est quelqu'un qui allait changer cette personne. Voilà, c'est en partie du cynisme, en tout cas, je le perçois comme ça, et c'est aussi le fait qu'ils avaient l'espoir que ça allait relancer un peu la machine en tout cas, pour la tech, les décisions de Trump ont été très favorables aux géants de la tech, à l'IA, aux cryptos. Enfin, ils ont un peu eu ce qu'ils voulaient avec Trump. Donc, je pense que c'est en partie ça, et puis en partie, ils lui ont donné ce qu'il voulait, et puis il leur a rendu ce que voulait, quoi. Voilà. Après, on peut quand même se poser la question de ce que fait Trump et de l'impact sur l'économie en général et sur l'immigration, sur la guerre commerciale. Enfin, je pense qu'on n'a pas encore vu la fin de l'histoire et que si ça se trouve, ils vont s'en mordre les doigts d'ici quelques temps. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, ils sont contents, je crois. Oui, après, il y a un changement de camp, et puis voilà. De toute façon, j'ai l'impression que c'est pas un problème. Si je veux revenir sur justement ces grosses sorties, et donc qui ont été un peu visiblement obscurcies ou plus compliquées en fin de mandat Biden, donc il y a pas si longtemps. Aujourd'hui, quand on veut être se plaît, il faut passer par les États-Unis. Je veux dire, les Français, les Européens. J'ai quand même un peu l'impression que si tu refuses ça, moi j'ai toujours ce vieux cas Deezer en tête où c'était Deezer, ouais, non, à un moment c'était pas Deezer. T'as pas voulu y aller? Non, c'était Dailymotion. Oh la vache. Mais où la t'étais France trop jeune, toi, oui, ça devait être Montebourg, je sais plus. Et puis en fait, je dis non, on va rester en France, en Europe, et puis bam, il y a plus rien derrière. Mais je veux dire, on est obligé de passer par là-bas. Peut-être juste pour revenir très rapidement sur ce qu'on venait de dire, parce que je veux pas non plus faire comme si c'était entièrement la faute de Biden. Enfin, toute cette question de l'écosystème VC, les startups qui s'étaient un peu grippées, c'était aussi parce qu'il y avait eu un afflux d'argent monstre pendant la pandémie, et qu'après du coup c'était retombé. Et voilà, bon. Tu as raison parce que tu as raison parce que de toute façon on l'a bien senti en Europe. Moi j'ai plein de, il y avait pas les mêmes changements de politique pourtant, et en effet tous mes potes dans les comment on appelle ça, les DNVB, là, les Digital Native Vertical Brands, etc., qu'on fait des chiffres de malades pendant la pandémie, puis l'année d'après, puis tout d'un coup, les SPAC, exactement, on va pas décrire tout, expliquer, mais tout d'un coup, puis tout, voilà. Plus rien. En effet. Mais une fois qu'on a passé tout ça, pour revenir à cette question, est-ce que le passage aux US pour la tech est obligatoire? Est-ce qu'il y a un avenir exit, en fait. Dans le cadre des exits, c'est ce que je voulais dire. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il y a une vocation à faire une IPO sur Euronext? D'ailleurs, ton avis est intéressant dans le sens où tu travaillais avec l'équipe française. Je pense qu'ils écrivaient quand même beaucoup moins de papier sur des exits de boîtes tech que toi, tu ne le faisais. Des IPO, ouais, ça c'est sûr. Je pense qu'il y a plusieurs choses aux États-Unis, en fait. Déjà, il y a des géants de la tech qui ont des poches très profondes et qui, du coup, peuvent se permettre de mettre plusieurs milliards sur la table pour racheter une boîte, ce qui n'est pas forcément le cas en Europe. Il y a aussi, je pense, le fait que simplement la taille du marché américain qui fait que c'est beaucoup plus facile pour les startups de grandir très rapidement, de trouver plein de clients. Je pense que, il y a la taille du marché, le fait que ce soit un marché très large et unifié de 400 millions de personnes. Il y a aussi le fait que les entreprises américaines n'hésitent pas à tester de nouvelles solutions, donc par exemple dans le logiciel, ce genre de choses. Donc je pense que c'est plus facile pour ces boîtes en fait de trouver des clients aux États-Unis, ce qui après facilite le fait évidemment de se faire racheter parce qu'ils ont des meilleurs chiffres, ils font plus de revenus, plus de profits, etc. Donc je pense que c'est principalement là-dessus que ça joue, et puis aussi les marchés financiers qui sont beaucoup plus profonds et beaucoup plus liquides qu'en Europe. Comment doit faire un Européen, un entrepreneur européen qui prend la décision de partir aux États-Unis? Selon toi, est-ce qu'il faut qu'il aille tu nous parlais un peu des hubs tout à l'heure, mais est-ce qu'il fallait qu'il aille à New York, à San Francisco? Et ensuite, comment tu fais? Enfin, moi, j'ai souvent entendu dire l'entrepreneur européen, il arrive aux US et en fait, il va se retrouver à recruter que des mercenaires ou les mauvais, en fait, parce que les bons, ils sont chez Facebook et Apple. Le fameux directeur commercial à $700 000 par an qui reste 18 mois et qui n'a rien fait, quoi, c'est ça.
Alors que le bon directeur Je pense commercial, qu'il y a il est toujours chez des risques. Facebook. Ouais, il y a toujours des risques. Après, déjà pour répondre sur la question de l'endroit où s'installer, je pense qu'il y en a beaucoup qui choisissent de s'installer à New York simplement parce que c'est plus proche de l'Europe. C'est pas une erreur? Ouais, Ça, c'est ma vraie question. À chaque Après, fois, je genre- dis aux entrepreneurs, mais partez à San Francisco, c'est là où ça se passe. j'ai envie de plaider pour ma chapelle, mais je pense qu'il y a des choses qui se passent quand même aussi à New York. Ah, mais bon, C'est non. Dans la tech. Il y a pas de décacorn à New York. Il y en a très Est-ce qu'il peu. y a pas des cacornes? Ouais, Alors qu'à San Francisco, c'est là où elles sont toutes. il y a l'exemple de Datadog, par exemple, des Français qui sont installés à New York qui ont quand même pas trop Ouais, mal réussi. il y aura toujours l'exception. Ouais. Puis après, par exemple, je pense que ça dépend vraiment de ce que fait la boîte, en fait. Parce que, par exemple, les biotech, il y en a énormément à Boston. C'est un endroit où il y en a beaucoup qui choisissent aussi de s'installer. Je pense que, si vous êtes une boîte de l'IA et que c'est vraiment votre truc, je pense que San Francisco est assez imbattable aujourd'hui là-dessus. C'est là que sont les meilleurs, OpenAI, Anthropic, et puis toutes les boîtes historiques aussi, Google, Apple, enfin, pas Apple, bon, c'est un autre débat, mais qui sont sur la côte ouest, en tout cas. Je pense que c'est utile de s'installer aux États-Unis. Après, c'est sûr qu'il peut y avoir des pièges, il peut y avoir des erreurs, mais encore une fois, je pense que en vous installant aux États-Unis, vous changez un peu de mindset, ou pour utiliser un anglicisme, ou vous pensez différemment en fait. Et à San Francisco, tout le monde est tellement obsédé de tech en général que je pense qu'assez vite, ça va vous permettre de voir des opportunités que vous voyiez pas forcément quand vous étiez en Europe, de recruter des gens qui ont des expériences variées. Et d'ailleurs, même sans recruter forcément principalement des Américains, sans vouloir dire que les Américains sont mauvais, c'est pas du tout mon propos, mais à San Francisco, il y a aussi énormément d'Européens qui sont installés là-bas. Il y a beaucoup de Français, donc c'est possible aussi de recruter une équipe diverse, je pense, aux États-Unis. C'est vrai qu'il y a aussi, je pense, après peut-être une envie plus au-delà de la proximité. New York, ça nous ressemble plus, tu vois, un peu Jérémy Cléda, Delphine Groll, Julie Chapon. En 1 an, en 2 ans, il y a pas mal de Français qui sont allés s'installer. Ils vont tous à New York. Ils vont tous à New York. avec Ce que tu Une dis, c'est plus simple d'être connecté aux équipes. Ouais, t'as des enfants, c'est plus simple pour l'école, pour tout ça, c'est plus européen. Mais en fait, je suis pas sûr que c'est dans le meilleur intérêt de la société. Moi, je challenge, hein, c'est pour ça que c'est intéressant de t'avoir aujourd'hui, c'est que évidemment, se mettre à San Francisco, ça crée une désorganisation forte au sein de la boîte. Et si tu arrives à la surpasser, cette désorganisation, ou tu arrives à la structurer, en fait, si tu regardes 90% de tes racheteurs, évidemment, absents tout ce qui est biotech à Boston, en fait, ils sont dans la vallée. Les GAFAM, à part Microsoft, ils sont tous dans la vallée. Oui. Ouais. Après, Amazon. Non, je pense qu'il peut y avoir des avantages des deux côtés. Et je sais simplement qu'il y en a beaucoup qui font le choix d'être à New York parce qu'en fait, il y a 3 heures de décalage horaire avec la côte ouest, donc on peut parler à la côte ouest. Il y a 6 heures avec l'Europe, donc on peut parler à l'Europe. Et quand on est à San Francisco, j'en ai fait l'expérience moi-même, 9 heures de décalage horaire, ça fait quand même beaucoup. Donc ça veut dire que, voilà, on a moi, j'avais en gros 2 heures par jour pour communiquer avec mes collègues à Paris. Et après, parfois, il y en avait un qui était encore réveillé, mais... Dans ce playbook, on parle un peu concret parce qu'il y a sûrement des entrepreneurs qui nous écoutent. L'entrepreneur qui vient à San Francisco, est-ce qu'en fait, toi, du jour au lendemain, tu t'es retrouvé à te réveiller à 5 heures du matin tous les jours et tu as commencé tes journées à 6 heures? Alors moi, non, j'aurais peut-être dû. Mais j'avoue que... Parce que 9 heures là-bas, c'est 18 heures ici. Donc en fait, c'est là où ça te laisse très peu de temps. Oui, non, en gros, je commençais mes journées vers 7h30, 8h. Ouais, c'est ça. Voilà, ce qui me laissait... Et heureusement, mes collègues à Paris travaillent jusqu'à 19h en général, donc ça me laissait à peu près 2 heures pour parler avec eux. Après, c'est vrai que... mais il y a beaucoup de gens à San Francisco qui se lèvent très tôt et ça fait un peu partie de la culture de la ville. Voilà, il y a des gens qui se lèvent même à 4h du matin et qui vont aller faire du sport. Bon, c'était pas mon cas. Ouais. En fait, tu commences tôt, tu finis tôt. Alors, en fait, c'était un rythme de journée assez particulier parce que pour moi, en tout cas, ce qui marchait bien pour moi, c'était que je me levais tôt, je communiquais avec Paris pendant que je pouvais. Après, j'essayais de caser en général mes rendez-vous à San Francisco en fin de matinée. Et puis après, en fait, j'avais l'après-midi pour faire du deep work, comme on dit, ou écrire mes papiers, faire éventuellement d'autres interviews. Et puis après, en général, j'essayais de tout boucler avant que Paris se réveille. Donc, ce qui était à peu près vers 21h à San Francisco. Ça faisait longue journée, non? Ouais. Après, ça, c'est... Parfois, je terminais plus tôt quand même. Mais en fait, c'était un peu bizarre parce que du coup, il y avait un peu un flottement au milieu de la journée. Et puis après, en fait, c'était une autre organisation, mais en fait, ça permet d'être aussi assez libre dans l'après-midi quand le monde entier dort. Qu'est-ce que tu vois là? Qu'est-ce qui va se passer? Tu sais, encore tout frais, donc
ta boule de cristal. Qu'est-ce qui va sortir là après justement cette grosse vague IA? Je vais avoir une autre question après sur l'IA, mais parce qu'il y a plein de gens qui en ce moment nous disent non, j'y vais maintenant, pardon, c'est ma grande spécialité, mais qui te disent oui, là en ce moment l'IA produit des contenus IA et la qualité de tout ça est plus aussi bonne il y a je trouve qu'en France on a un peu une sorte d'approche qui est de dire non, ça marchera pas si bien et d'ailleurs en ce moment ça marche pas si bien. Vous en pensez quoi vous? Avant de venir sur la prochaine question. Ouais, c'est une question compliquée. Je pense qu'il y a beaucoup d'applications qui sont liées à l'IA, qu'on n'a vraiment pas encore fait le tour parce que c'est une technologie qui est encore tellement nouvelle que les gens sont en train de construire par-dessus, ils testent, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent pas. Est-ce que la qualité Personnellement, stagne? Alors, ça faisait partie des débats et notamment, OpenAI a sorti son dernier modèle cet été et l'une des critiques, c'était: «OK, c'est mieux que le précédent, mais c'est pas un bond de géant comme on a pu avoir l'impression entre GPT-3 et GPT-4. GPT-5 est mieux, mais pas incroyablement mieux que les précédents. En tout cas, c'est l'avis de pas mal de gens. Je pense qu'il y a déjà pas mal d'applications qui sont possibles et qui n'ont pas encore été construites parce que, enfin voilà, c'est une technologie qui est encore nouvelle, qui peut être appliquée à plein de choses différentes et il y a plein de gens qui sont en train d'essayer de tester. Je pense qu'il y a beaucoup de ces applications qui vont pas marcher, mais il suffit qu'il y en ait quelques-unes qui marchent très très bien pour que en fait ça change pas mal de choses. L'un des sujets que j'ai couvert récemment que je trouvais vraiment intéressant, c'était la robotique et le fait que en fait l'IA générative permet aux robots de reconnaître le monde qui les entoure, de réagir sans qu'ils aient été dressés à faire exactement tel mouvement à tel moment. En fait, ils sont beaucoup plus capables de s'adapter au monde qui les entoure. Donc c'est ce qu'on appelle parfois physical AI. Je trouve ça un sujet absolument passionnant. Bah, je pensais que t'allais dire computer vision, mais c'est pas loin non plus. C'est-à-dire que Ouais, mais en fait c'est à la fois l'aspect bien vision sûr, et ouais, l'aspect action. bien Donc sûr, ok. La vision, c'est pour c'est plus comprendre le large. monde qui Ouais. t'entoure, et puis le computer AI, notamment pour le interagir. Voilà, j'ai interagi avec un robot hier soir qui m'a serré la main, c'était assez fou. Je suis d'accord. On sentait les prémices, mais je sentais que le robot, il ne répondait pas, à une programmation. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait une petite interaction. C'est ça. Donc en fait, toi, tu dis, mais c'est marrant, ça c'est la thèse de Bilal de Red Glass. Ouais. C'est Physical AI. Donc toi, en fait, sur tes derniers semaines, derniers mois à San Francisco, tu l'as vu, enfin, t'as commencé à rencontrer, voir des startups dans ce secteur-là. Ouais, bah ça a commencé déjà sur les 2 dernières années, en gros, je dirais. Ce qui était très frappant pour moi, c'était la GTC de NVIDIA, donc c'est la grande conférence annuelle de NVIDIA qui avait lieu en mars à San Francisco. Et donc Jensen Huang en a parlé sur scène, il a fait venir des robots, etc. Il y avait plein de startups qui présentaient différents robots qui ont différents usages. On est encore vraiment au début. Pour l'instant, c'est pas sûr que ces robots soient plus efficaces que les êtres humains. Enfin, ils peuvent l'être sur certaines choses, mais il y a encore des gros progrès à faire. Mais c'est quand même intéressant de voir le moment où, en fait, voilà, on avait un robot qui faisait le même geste de façon répétitive toute la journée. Et si, je sais pas, le boulon était un peu trop à gauche, il n'était pas capable de reconnaître que c'était trop à gauche et il fallait l'intervention d'un humain. Et maintenant, on arrive à un stade où le robot est capable de s'adapter lui-même, en fait. Il y a une boîte qui t'a marqué? Il y avait plusieurs boîtes, alors La plus bluffante, sans pas forcément le nom, mais c'est quoi oui, mais c'est quoi tu t'es dit: «Tiens, je le verrais bien»? Non. C'est, il y avait une boîte qui faisait des cerveaux pour robots, qui travaillait notamment avec la boîte de Boston qui fait Boston Dynamics. Voilà, Boston Dynamics, mais qui fait justement la couche IA, qui était pour ces intéressante, robots. mais j'ai oublié comment elle s'appelait. Ouais, mais qui en D'accord. fait du coup fait un espèce de cerveau qui peut s'adapter à des robots de tout type. Donc en l'occurrence, ils avaient ramené les robots de Boston Dynamics Ouais, qui c'est un font la peu taille d'un chien. Mais l'infra IA pour tout ce qui est robotique. c'est ça. Et là-dessus, on parlait des entrepreneurs européens. Est-ce que tu as vu des entrepreneurs européens qui sont venus aux États-Unis dans le secteur de la physical AI et d'ailleurs qui t'ont dit: «Heureusement que je suis venu parce que sinon je serais mort»? Non, ce cas particulier-là, non. Non. Peut-être que ça peut se trouver, mais je le cherchais pas Mais il y particulièrement. en a qui sont venus. T'en as vu Oui, il y en a qui étaient venus pour la conférence notamment, et puis je suis sûre qu'il y a des Européens qui travaillent là-dedans.
des boîtes créées par des Européens dans la robotique aux États-Unis, comme ça me dit rien, mais peut-être qu'il y en a. C'est vrai que c'est ce que tu dis là. Moi, évidemment, j'ai tout de suite pensé à Boston Dynamics parce que tu parles de l'écrou, sur une chaîne de production, quelque chose comme ça, mais depuis peut-être 10 ou 15 ans qu'on voit ces robots de Boston Dynamics, en fait, on trouve ça impressionnant, lui voir faire ses backflips, ces choses comme ça, son petit tour comme ça. Mais tu te dis le cas d'usage, je sais pas, par exemple, il parlait de l'armée ou de suivre un peu, d'être des tu sais, des carrières pour les montagnes ou les choses comme ça. Je dis avant qu'ils réussissent à tout comprendre, voir l'environnement, suivre bien, etc. Là, en effet, dès que tu t'arrives à voir l'environnement dans lequel t'es, t'as plus besoin de boulons à gauche, à droite, tu t'avances, tu passes les obstacles, quoi. J'en ai parlé notamment avec quelqu'un de chez Nvidia qui s'appelle Rêve Lebaridian, qui est chargé de tout ce qui est. J'avais parlé avec lui aussi sur le métavers, mais qui fait de la plateforme de réalité virtuelle où on peut entraîner justement tous ces robots. Et ce qu'il disait, c'est que ces robots sont particulièrement utiles pour tous les jobs qui sont, c'est les 4D, si je me trompe pas, c'était dull, dirty, dangerous. Bref, c'est les boulots que personne ne veut faire en fait, qui sont répétitifs, qui sont Dangereux, pénibles, qui sales. sont dangereux, etc. Il y en a un qui doit être avec le poids aussi, parce que les charges aussi, qu'ils sont capables de ça peut prendre. être un des exemples qui était donné pendant cette conférence, c'était des robots qui patrouillent les plateformes offshore pour faire d'extraction de pétrole ou des usines, etc. Et qui en fait sont capables de tourner en permanence, de filmer tout, de voir s'il y a des choses qui ont changé, s'il y a des situations qui peuvent devenir dangereuses. Ça, personne ne va payer un être humain et il serait pas capable de le faire aussi bien en fait. Et en fait, avec l'IA, on arrive vraiment à pouvoir repérer des situations qui pourraient devenir dangereuses assez rapidement. C'est ça, oui. Hier soir, j'avais, alors ce sont les Chinois, hein, mais à cette soirée Innovate, je sais pas si tu vois, c'est une boîte qui importe beaucoup de plus gros importateurs de tech chinoises. Ils importent DJI. Ils montraient les usages professionnels B2B de DJI avec cette boîte qui s'ouvre toute seule, qui recharge à l'intérieur, qui est branchée tout le temps, et recharge le truc. Et puis, elle va faire soit de la maintenance éolienne, panneaux solaires. Il va tourner autour et c'est l'AI dedans intégré pendant ou après, en fait, c'est à distance, hein, mais qui va être capable de retrouver s'il y a un problème sur un panneau solaire. Donc, t'envoies plus quelqu'un maintenant en maintenance sur une éolienne tout en haut. T'imagines les coûts incroyables. Et puis, ça part tous les jours, ça va faire ses routines. Enfin, c'est incroyable. Et c'est vrai que ça... on commence à ressentir tout ça, mais il faut le voir, le cas d'usage, une première fois pour se dire, attends, ça ouvre un spectre phénoménal. Tu vois d'autres choses, d'autres univers dans la tech qui... Il y en a beaucoup. Enfin, il y a un autre secteur qui m'avait donné un peu cette impression aussi de, tiens, on est peut-être à un point de basculement où ça va devenir vraiment utile, c'était le quantique. Et ils étaient présents aussi d'ailleurs au GTC d'NVIDIA, c'était une très bonne conférence. Le quantique revient en force aux États-Unis, non? J'ai l'impression que les Américains se sont brûlés sur le quantique à 20 ans. Donc ça a été un peu délesté, c'est pour ça que la France a réussi à avoir un... Ouais, ce que j'ai appris à l'occasion de cette conférence, c'est qu'il y avait déjà des boîtes cotées qui font du quantique aux États-Unis. Ouais, ce qui était assez étonnant. Mais donc, qui ont un peu souffert d'ailleurs. Ouais. Mais il faut le breakthrough, il faut la percer quand même. Là-dessus, on l'a pas encore eu ici, le moment de vérité sur le quantique. C'est en débat. Si vous écoutez les entrepreneurs du quantique, c'est déjà arrivé. Et puis après, il y a pas mal d'autres applications. Enfin, un truc dont j'avais entendu parler aussi quand j'étais, c'était à Austin pour South by Southwest. C'était les communications quantiques aussi, et il y avait un entrepreneur très intéressant qui était basé en Australie, qui parlait du fait d'utiliser les technologies quantiques pour guider les avions sans avoir recours au système GPS. Parce que les systèmes GPS qui sont utilisés pour se déplacer, pour atterrir, etc., peuvent être facilement, alors c'est jam dans l'anglais, je sais plus comment on dit en français, brouillés, il y a des interférences, ce qui pose problème dans les zones de conflit. Donc, quand on vole, a vu le cas avec les drones en Pologne, au-dessus de l'Ukraine, au-dessus de Gaza, et avec le quantique, en fait, on peut se repérer dans l'espace sans avoir besoin de recourir à ces technologies GPS. Donc, par exemple, c'est des applications. J'ai une question un peu... Enfin, c'est des applications fascinantes. Nous, chez OVNI, on a aussi de la deep tech, donc franchement, c'est des sujets qui nous passionnent. Et là-dessus, quand tu veux être dans le quantique, quand tu veux être dans le physical AI, tu vas voir, ma question, elle est beaucoup plus terre à terre. Je suis entrepreneur européen, j'arrive à San Francisco,
Est-ce qu'il faut que je me mette à San Francisco ou dans la vallée? Alors, c'est une bonne question. Expliquez la différence entre San Francisco et la vallée. Oui. Je l'ai vécu, mais parce qu'on la voit pas, on l'aperçoit pas d'ici. Ouais, c'est vrai que je m'en rendais pas forcément compte non plus vu de France. Pour moi, enfin, le nouveau correspondant à San Francisco des Échos m'a posé la question de où est-ce qu'il devait s'installer et pour être honnête, je lui ai dit: «Non, il faut être à San Francisco même», parce que pour moi, c'est là qu'il y avait les choses les plus intéressantes, les plus nouvelles et cetera. Bon après c'est très cher de s'installer à San Francisco, donc Mais donc c'est en pas early stage. Ce que tu dis, c'est pré-seed, seed. ouais. Tout ce qui est nouvelle innovation, en fait, toi, tu as trouvé ça beaucoup plus intéressant à San Francisco. Moi, personnellement, je trouvais ça plus intéressant à San Francisco. Après, bon, il y a aussi des questions personnelles de San Francisco, c'est une ville, la vallée, c'est des banlieues, donc il faut se déplacer en voiture tout le temps. Et il n'y a pas de transport en commun, donc on comptait pas là-dessus. Bah, encore une fois, je pense que ça dépend un petit peu des sujets et de... Enfin, je sais pas, si jamais vous voulez être à côté de votre investisseur qui est à Palo Alto, pourquoi pas. Je trouve que personnellement, c'est intéressant d'être à San Francisco, simplement parce que il y a plus de choses qui se passent en fait dans la vallée. C'est assez pépère, c'est assez familial. Il y a pas de soirée, il y a assez peu de conférences. Si on veut être un endroit qui bouge, c'est mieux d'être à San Francisco. D'accord. Voilà, donc pour expliquer, San Francisco, c'est la ville qui est là. La vallée, c'est la grande banlieue avec les noms qu'on entend partout, dont on a entendu parler depuis 20 ans, Mountain View, Menlo Park, Cupertino, Palo Alto, Stanford. Stanford, c'est dans une ville. Et voilà, c'est un peu plus loin, Stanford, non? Bon, et donc voilà, et donc c'est pas, enfin, c'est pas du tout, quand on y va, on comprend assez vite ça, mais on peut mettre rapidement 1h30 pour aller, voilà, et ça peut être vraiment relou. Et en effet, c'est de la banlieue. Bon, quand t'arrives dans le Googleplex, c'est sympa, il y a des vélos, tout ça, mais bon. Ouais, t'as pas envie de vivre là, ouais. En gros, à Palo Alto, il doit y avoir une rue qui est un peu animée et le reste, c'est des maisons, quoi. Donc, En revanche, à San Francisco, peut-être dans l'early stage, il y a un côté un peu, il y avait peut-être plus exciting là-dessus, les plus jeunes, des gens. Bah, c'est ça, ouais. Il y a des gens qui font même des colloques avec les autres entrepreneurs qui. On a tourné un peu autour. Tu as tourné aussi autour un peu avec finalement le quantique, l'IA, la robotique. On parlait de Boston Dynamics donc l'IA physique. La défense, c'est un sujet. Je veux dire, finalement, ça mélange tout ça. Est-ce que c'est une industrie en soi? Est-ce qu'il y a beaucoup d'argent là-dessus? Est-ce que c'est... Ouais, bah c'est un sujet qui monte très très vite aux États-Unis. En fait, il y a eu un changement complet dans la Silicon Valley où c'était un sujet tabou. Oui. Il y a quelques années, les ingénieurs de Google s'étaient mis en grève pour empêcher Google d'avoir un contrat avec le département de la défense. Clairement, c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Et donc, du coup, il y a beaucoup d'investisseurs aussi qui s'empressent de regarder ce qui se passe là-dedans et qui veulent investir là-dedans. Je pense que ça a commencé à changer déjà il y a quelques années. C'est un peu dur de donner une date exacte, mais je dirais il y a 2-3 ans. Enfin, si on va dire si on voulait donner une date exacte, ce serait sans doute ça. Mais ça a été accéléré encore par l'arrivée de Trump à la Maison Blanche, qui en tout cas qui est proche de certains milliardaires qui ont des boîtes là-dedans. Par exemple, Palantir, ouais. C'est ça, ou Alex Karp, voilà. Donc effectivement, c'est un sujet qui monte beaucoup. Il y a énormément de financement aux États-Unis là-dedans. Enfin, c'est des sommes absolument gigantesques qui, pour l'instant, restent encore captées majoritairement par les grandes boîtes de la défense très établies, donc des Boeing, le nom m'échappe. Des boîtes de l'armement qui sont plus traditionnelles. Mais il y a de plus en plus d'efforts pour diversifier en fait les contrats du ministère de la Défense et avoir plus de startups, notamment dans l'IA, les drones, voilà, dans plein de domaines en fait. Donc il y a des opportunités là-dedans. Il faut savoir que je pense que pour les entrepreneurs, il y a certaines contraintes. En fait, si vous voulez avoir des contrats avec le département de la défense aux États-Unis, vous devez avoir une filiale 100% américaine. Et donc, j'en avais parlé, par exemple, avec le PDG de Loft Orbital, qui est une boîte qui est un peu entre l'Europe et les États-Unis, parce que donc ils ont un siège à Toulouse, un à Denver et à San Francisco. Et pour avoir accès au contrat du ministère de la Défense, ils ont dû faire une filiale, mais qui soit entièrement séparée de leurs autres activités. Et où je crois qu'ils n'appartient pas à la société américaine, européenne en fait.
Mais alors capitalistiquement, je sais pas, mais en tout cas, il y a une séparation très nette entre les deux. Ils ont dû, ils ont embauché que des Américains. Il fallait, je crois qu'il y a un directeur américain qui soit séparé. Donc il y a des contraintes. On s'en compare pas de ce genre de choses nous en Europe. Hein. Si on veut bosser avec Palantir, on leur demande pas de faire ça. Si j'ai l'impression. Je sais pas, peut-être que tu couvres pas ce côté-là. Je couvre moins ce côté-là. J'ai l'impression que c'est peut-être un peu moins. On est tellement dépendant de leurs produits que en fait ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et ça, c'est vraiment un des sujets que je voulais aborder avec toi, Hortense. C'est ce retour à la maison, quoi. MAGA, Make America Great Again, la souveraineté, etc. On le sent avec Apple, on le sent avec plein de constructeurs européens qui doivent faire. Il y a quand même une dépendance très forte sur les chips, les puces, les choses comme ça là-bas. Il y a des investissements faits. On sent quelque chose là-dessus sur. Est-ce qu'on essaie de faire revenir des créateurs de puces, de choses comme ça. Du point de vue européen, du coup. Non, aux États-Unis. Ouais, il y a eu un mouvement dans cette direction qui a commencé déjà sous l'administration précédente, sous l'administration Biden. Il y a eu le CHIPS Act, donc ils cherchaient vraiment à faire en sorte qu'il y ait plus d'usines de fabrication de semi-conducteurs qui viennent s'implanter aux États-Unis. Donc, il y a eu un grand projet de TSMC, donc le leader taïwanais du secteur, en Arizona, donc qui se passe peut-être pas tout à fait aussi bien qu'ils espéraient, mais en tout cas ils ont beaucoup investi. J'ai cette image des IA, tu sais, chinoises qui mettaient les gros Américains en train de... Vous les avez vus passer, non? Ils montraient, ils se moquaient des Américains et de Donald Trump parce qu'ils mettaient les Américains qui étaient tout gros, c'était leur cliché, hein, l'Américain mais tout lent, et puis qui faisaient des puces comme ça. Et ils disaient non mais les Américains ils y arriveront jamais en fait. C'est un peu. Il y avait des papiers très intéressants là-dessus sur le clash des cultures entre la culture du travail taïwanaise et les ingénieurs américains qui effectivement étaient pas habitués à la hiérarchie comme elle est apparemment se fait à Taïwan et les horaires de travail et le fait que voilà. Donc c'était effectivement, je pense qu'il y a eu pas mal de soucis, mais il y a une volonté du pouvoir politique d'essayer de faire rester les boîtes de puces aux États-Unis. Après, Trump a des méthodes un peu différentes. Il a commencé par insulter le patron d'Intel avant de racheter 10% de la boîte. Donc, c'est un peu plus difficile parfois de lire la stratégie. Mais en tout cas, oui, il y a un gros enjeu de souveraineté sur les puces. T'allais dire par rapport à l'Europe, t'as une remarque à faire là-dessus? Non, il se passe rien ici. Je me demandais un peu, à vrai dire, j'ai suivi de moins près ce qui se passait, donc peut-être que j'ai loupé quelque chose. Non, je crois pas. Non, okay. Ouais. Il me semble qu'il y avait aussi des projets de construire des usines de puces en Europe, mais qui ont peut-être été annulés. Il faudrait que je me remette à jour là-dessus. Déjà, on fait des batteries, on essaye, c'est déjà pas mal, avec Vercor et certains des amis, mais... Ok, très clair. Écoute, moi, ça me semble assez intéressant. Est-ce qu'il faut qu'OVNI aille s'installer donc dans la vallée? C'est ça la question. Je pense que c'est absolument indispensable. Ils se sont mis de mèche, je pense. Mais pas dans la vallée, à San Francisco. À San Francisco. Je pense que par rapport à ce qu'on fait, c'est important. Non, mais un daron, toi, il faut que tu ailles dans la vallée, toi, c'est ça le problème. Avec la voiture. Non, mais je pense que le vrai enjeu, c'est ça. C'est la plupart des exits sont là-bas. Tu le disais, pour recruter, c'est facile. L'argent est là-bas. Enfin, je pense qu'on a un enjeu, surtout aujourd'hui en Europe, où tout est un peu calme au niveau des rachats, que les boîtes soient américaines, franco-américaines le plus rapidement possible. Ouais, alors c'est vrai que tu as évidemment un conflit un peu... non, mais je veux dire argent versus souveraineté. Et voilà, ouais, mais souveraineté pour moi, c'est un gros mot, ça veut rien dire. Ouais. Souveraineté, c'est faire payer les consommateurs français plus cher juste parce que le produit est français. Je pense que tu n'y arriveras pas en fait. Français, ils veulent le meilleur. Le combat est perdu, donc toutes les super boîtes finiront américaines. Non, le combat est perdu parce que les politiciens peuvent te l'imposer. Mais moi, je veux le meilleur produit, je veux pas l'acheter parce qu'il est français. En fait, c'est surtout, je pense que tu pousses à la médiocrité si tu dis, attends, achetez ce produit parce qu'il est français. Non, achetez ce produit parce que c'est le meilleur. Je pense pas que tu aides tes boîtes en étant. Je sais pas ce que tu l'as vu toi depuis les États-Unis. Qu'est-ce que tu penses du mot souveraineté? C'est vrai qu'on a l'impression que c'est un peu un buzzword, ou je sais pas, un mot qui est parfois un peu vidé de son sens dans le débat français. Après, je pense que sur certains secteurs, effectivement, la question se pose. Et, voilà, il y a des secteurs spécifiques. Mais souvent, la souveraineté, je trouve qu'il l'oppose entre les États-Unis et l'Europe. Je suis pas sûr que ça soit le bon clivage aujourd'hui, mais... je pense que, par exemple, dans le cloud, c'est une question de... Ils ont peur que après Trump s'en serve dans les négociations commerciales en disant on vous coupe l'accès à tous les services et tout à coup il y a un pan de l'économie européenne qui s'effondre. Ce serait
Bon, c'est le scénario catastrophe, mais est-ce que c'est totalement impossible à ce stade? Je sais pas. Oui, moi je pourrais te dire, après ça n'engage que moi. Moi je te dis ça va arriver. Enfin tu sais, regarde, même en Russie, ils ont pas désactivé. Hein. Microsoft, il y a toujours le cloud de Microsoft qui fonctionne en Russie. Hein. Donc, j'ai pas dit désactiver, j'ai dit regarder ce qui se passe, mettre. Enfin, une question pour les données sensibles notamment. Enfin, il y a des déclarations de Patrick Pouyanné là-dessus. C'est pas forcément une bonne idée de. Parce qu'en fait, il y a, si je me souviens bien, il y a une loi américaine qui permet aux cloud providers, de reprendre et qui en fait te donne l'obligation aux boîtes de la tech de donner certaines données au gouvernement américain s'ils le demandent. Bon, je comprends que certaines boîtes se méfient un peu. Souvent, on finit les podcasts avec pour t'écrire, voici ton email et. Je pense qu'en étant journaliste, les gens, ils ont tous ton email, ils savent comment t'écrire. Débrouillez-vous si vous n'êtes pas assez malin pour trouver l'email d'Hortense. De toute façon, c'est souvent assez simple. Vous tapez prénom.nom@leséchos.fr ou première lettre du prénom.nom @leséchos.fr et puis vous trouverez. J'imagine que c'est un truc comme ça. C'est pas très différent. Je dois avoir l'un des deux qui sont. Moi, j'ai la chance de pouvoir, toi aussi, peut-être. Choisir ce que je mets donc dans mon tu vois je peux mettre une lettre ou 4 ou MS ou c'est ça c'est ce qui est bien mais oui je pense qu'on peut toujours trouver tout ça. Moi généralement je négocie surtout, mais tu vas pas avoir ce truc, hein. J'essaie de négocier si on vient de la part du podcast d'OVNI, est-ce qu'on peut avoir une remise sur l'abonnement aux Échos, mais ça tu peux pas. Un mois gratuit. Essayer, mais je pense pas, non. On va essayer. Abonnez-vous, c'est tout. Abonnez-vous, c'est tout. Non, mais c'est vrai que c'est bien. D'ailleurs, il y a un canal intéressant pour s'abonner où on sait qu'on vient de ta part, parce que je sais que Charlie Perrault me disait si tu t'abonnes en cliquant via la newsletter, c'est comptabilisé. Via les articles, oui. Via les articles. Si vous cherchez à accéder à un de mes articles qui est derrière le paywall. Donc vous tapez Hortense Goulard, vous cherchez les articles d'Hortense et puis après vous cliquez via. Bien sûr que j'ai une augmentation. Non, mais au moins on voit que tu vas transformer. C'est sympa, voilà. On peut te suivre sur LinkedIn peut-être déjà. Oui, tout à fait. Ok. On a vu tout ce qui était intéressant. Est-ce que on pourrait passer une heure de plus pour parler de San Francisco, mais. Qu'est-ce qu'il faut, si je devais te demander juste des personnes à suivre là-bas, ou une newsletter, ou un... Moi, il y a un média que j'aime vraiment beaucoup qui s'appelle The Information. Okay, je trouve qu'ils font des super papiers, en général très originaux, très pointus, et vraiment parfait pour l'écosystème startup ici, qui est payant. Okay. C'est The Information. Je sais pas combien ça coûte, j'avoue. D'accord. On va trouver ça. Ouais. Ok. The Information, un compte réseaux sociaux, quelqu'un, un compte Insta, non, il y en a pas un que tu vois dans ton feed tout le temps, qui revient tout le temps. Il y en a beaucoup. Un drôle, je sais pas, non. Sympa, marrant. C'est plus les Wired, les TechCrunch, tout ça, c'est fini, tout ça, non? Non, il faut encore des choses bien. Il faut encore des choses. Il faut encore des choses bien, mais oui, ça dépend. C'est plus. Après, il y avait un ancien journaliste de Wired, je crois, non, de The Verge, qui a lancé sa newsletter que je trouve pas mal, qui s'appelle Platformer, mais peut-être que les auditeurs connaissent déjà. Platformer. Okay. Il s'appelle Casey Newton. Je trouve qu'il est assez pertinent en général. Très bien. On fait ça. Puis pour ceux on l'a vu juste avant, tiens, moi j'ai fait un petit coup de promo à Magma, puisque ceux qui connaissent pas The Magma, toi tu connaissais pas Magma, donc voilà. La newsletter Magma qui est vraiment top pour les francophones et francophiles. Il y a plein de choses qui sont très très bien, et beaucoup de choses qui viennent aussi des États-Unis, évidemment, des tendances, et qui se vérifient derrière ou pas. On a parlé des NFTs, mais enfin, c'est l'endroit où j'ai entendu parler pour la première fois du NFT, tu vois, et voilà, quelques semaines après, j'en mintais un moi-même. Alors, pour aller jusqu'au bout de la compréhension du NFT, c'est intéressant de le minter soi-même, mais j'ai quand même envie de croire. Encore. Je l'ai dit tout à l'heure, mais ça existera toujours. Il y a des usages. Il y a des usages. Ouais. Je rêve toujours d'avoir je sais même plus comment. Un Bored Ape. Surtout l'autre, le CryptoPunk, là. Ouais. Bon. Merci beaucoup. Hortense Goulard, on te suit partout et puis on s'abonne aux Échos. À plus. Merci Hortense.